j'ajoute qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'il y ait un flux en sens inverse. C'est-à-dire que nous envoyons nos soldats mourir au Mali pendant que les Maliens, et par exemple les hommes maliens, arrivent par centaines de milliers en Europe. Donc à un moment, je veux dire, quand c'était pas exactement le thème pays est en guerre, du attendez, débat, mais quand son pays est en... Non, mais c'est une évidence. Il n'y a pas de Maliens aujourd'hui, des réfugiés politiques maliens de tous les âges, y compris des hommes en âge de se battre, qui arrivent en France. Oui ou non? Bien sûr qu'il y en a. Donc pourquoi? Les chiffres? Il n'y en a pas, d'où? Il n'y en a pas. Je vous demande les chiffres. Non, il y en a. Il y en a plusieurs milliers. Il y en a plusieurs milliers, sinon plusieurs dizaines de milliers. Et je ne parle même pas de toute l'Europe. On est tous d'accord que l'objectif est d'améliorer les conditions de vie sur place. Vous pouvez pas nous. Quels sont les chiffres? Non, mais vous pouvez pas piéger avec cette question. Il y a un fantasme. Sauf à moins. Alors attendez, j'ai pas de chiffres. À moins de répondre. Le sujet n'est pas celui-ci. Le sujet, c'est la formation. Non. À moins de répondre que le chiffre c'est zéro. À moins de répondre que le chiffre c'est zéro. Votre question ne vaut rien, monsieur. D'accord? Le chiffre n'est pas zéro. Le chiffre n'est pas zéro. Voilà, il n'est pas zéro. Donc il y a plusieurs milliers de personnes. Donc ces gens-là. Il y a aussi des réfugiés de guerre. Il y a aussi des réfugiés de guerre. Des réfugiés de guerre des réfugiés de guerre qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont l'âge de nos soldats, c'est pas des réfugiés de guerre pour moi. Pourquoi des réfugiés de guerre? Des femmes et des enfants? Ok, mais tous les Maliens qui arrivent, ils n'arrivent pas en famille, ils laissent leur famille là-bas. Ah bon? Oui, plusieurs laissent leur famille là-bas. C'est pas des exemples. Oui, c'est l'immigration. De manière générale, l'immigration subsaharienne n'est pas une immigration féminine. Vous êtes au courant quand même. Alors. Encore une fois, on tombe dans la caricature. On tombe dans la caricature et on essaye de parler d'une situation géopolitique qui est extrêmement complexe. Le mot caricature, qui est ramené à l'immigration. Mais non, mais c'est pas ça. Attendez, Frédéric Durand, un mot. Caricature, on vous a entendu, Jean Messia. Frédéric Durand, puis ensuite on va passer à notre prochain thème. En quelques mots, comment faire aujourd'hui pour regagner du terrain, pour ne plus mettre nos soldats aussi en danger? Parce que c'est ce qui s'est passé, 51 morts depuis 2013. Vous savez, depuis le Vietnam, on sait qu'aucune armée étrangère, si puissante soit-elle, si nombreuse soit-elle, si technologiquement avancée soit-elle, ne peut contrôler un territoire. On se souvient que l'armée américaine au Vietnam, donc la première puissance militaire du monde à ce moment-là et les puissances nucléaires, a été battue par quelques va-nu-pieds avec des fourches. Pourquoi? Parce qu'eux se battaient chez eux pour défendre leur territoire. Donc effectivement, les djihadistes sont chez eux, ils peuvent se cacher dans des villages. Frédéric Durand rappelait tout à l'heure qu'effectivement, ils y sont bien accueillis parce qu'ils ont aussi des œuvres caritatives, des œuvres sociales, ils distribuent à manger aux gens. Donc dans certains villages, ces gens-là sont accueillis comme des héros, sont protégés, sont nourris et logés, etc. Donc que peut faire la France? La France ne peut certainement pas se substituer, encore une fois, aux États africains faillis. Ou alors on est en train de parler d'une nouvelle colonisation de ces pays avec la prise de contrôle de leur structure administrative, de leur structure policière, etc. Il y a deux choses que la France peut faire. C'est effectivement un encadrement de ces armées, une formation de ces armées, des instructeurs. C'était déjà le principe. C'était déjà le principe. Donc ça, il faut le continuer. Et il faut effectivement, à chaque fois que ces djihadistes, des îlots de djihadistes se reconstituent, eh bien, il faut savoir les identifier et les traiter, comme on dit, militairement. Ce qui fait peur, bien sûr, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des enfants qui ont connu des traumatismes tels qu'ils pourraient être ensuite un risque peut-être de radicalisation? Ça fait partie, Jean Messia, bien sûr, des questions qui se posent aujourd'hui. Ce sont les seules questions qui méritent d'être posées, à la vérité, parce que, effectivement, moi, je ne conteste pas du tout le devoir d'humanité de la France vis-à-vis de ces enfants, dont plusieurs peuvent être effectivement victimes et qu'il faut effectivement accueillir et essayer de les récupérer. Alors après, il faut voir ce qu'on met derrière le mot enfant aussi, parce que effectivement, entre 4 et 6 ans, on peut considérer qu'ils sont encore enfants. Après 10 ans, 12 ans, 13 ans, etc., vu l'endoctrinement qu'ils ont pu avoir, moi j'ai lu le bouquin de Laura Massoni, qui est une djihadiste belge repentie, et qui explique qu'effectivement, à partir de 3 ou 4 ans, ces enfants-là, on leur apprend à décapiter leurs peluches. Qu'ils sont endoctrinés de manière très précoce en leur faisant visionner des vidéos de décapitation, etc. Donc effectivement, vous avez raison de souligner que pour certains d'entre eux, il y a des séquelles qui peuvent être irréversibles. Et quand ces séquelles sont irréversibles, cela signifie que ce sont des bombes à retardement pour nos sociétés. Alors moi, je veux bien qu'on se préoccupe, si vous voulez, à la fois des familles de ces enfants et de ces enfants. Mais moi, ma préoccupation centrale, c'est aussi la sécurité des Français. Je pense qu'après avoir payé ce très lourd tribut au terrorisme en termes de centaines de morts et de centaines de blessés, la France serait bien inspirée de faire attention à qui elle rapatrie, même si ce sont des enfants. Le cas par cas doit prévaloir.
attention quand même à ne pas culpabiliser la France en présentant la France comme une sorte de pays coupable de ne pas accueillir les gens, etc. Et inverser ainsi la charge de la culpabilité par rapport aux familles qui, elles, sont les vrais coupables dans cette histoire. Organiser un suivi, un traitement très spécifique. Très spécifique. On parle de 200 à 300 enfants. C'est quand même pas non plus une mince affaire. Il suffit d'un terroriste. Là où il y a un danger pour les Français, là où il y a un problème sécuritaire pour les Français, c'est de laisser ces enfants sur place, qu'ils deviennent les enfants soldats de demain et qu'ils se retournent contre le pays qui n'a pas accepté de les rapatrier au moment où ils le pouvaient. Donc il vaut mieux qu'ils soient des enfants soldats chez nous. Non, justement. Ces enfants-là soient accueillis et accompagnés, ça me paraît être une évidence. Mais quid? Alors moi je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que même si on rapatrie les 300 enfants, et même si sur les 300 enfants, on a 99,9% de chances effectivement de les rattraper, de leur donner de l'amour, de leur donner une éducation, etc. Mais le problème, moi ce qui me fait peur, c'est qu'il suffit d'un en fait. Il suffit d'un qui devienne terroriste et qui fasse un massacre en France. Je vous fais une réponse. Il y a un risque d'un. Sans doute, il y a un risque d'un. Là, vous avez un risque de 300. On sait que ces camps de réfugiés, ces camps syriens, ces camps syriens, ces anciens djihadistes. S'ils ne sont pas en France, il n'y a pas de risque pour nous, enfin. Mais tous les attentats qui ont eu lieu ces derniers temps. On sait qu'il y a des filières, Jean Messia, il y a des filières par lesquelles... C'est vrai que c'était des ressortissants français. Mais c'était pas vous et votre courant qui disiez que c'était un fantasme d'extrême droite, les terroristes qui venaient de l'étranger pour frapper la France? Non, mais vous dites vous-même que, effectivement... Non, si c'est dire on n'accueille pas ces 300 enfants parce que potentiellement ils sont un danger pour la France, je pense franchement, Jean Messia, que le raisonnement ne tient pas. Non, mais attends, le raisonnement qui consiste à dire qu'en restant là-bas, à la fois les enfants et les terroristes sont un danger plus grand que s'ils sont rapatriés en France, mais c'est un pur délire. Quand vous avez un terroriste sur notre territoire, c'est bien sûr beaucoup plus dangereux que s'il reste à 3000 km de chez nous. Vous n'avez pas de terroriste de 6 ans, on parle de radicalisation, en fait. Ce qu'est en train d'expliquer Frédéric Durand, c'est le risque de radicalisation dans ces camps. Éviter qu'ils se radicalisent. Madame O'Kelly, s'il se radicalise dans ces camps, il se radicalise dans un pays qui n'est pas la France. Et j'espère que depuis 2015, nos services de renseignement, et c'est le cas, ont appris à protéger la France contre justement les infiltrations djihadistes en provenance de la zone irako-syrienne. Vous êtes d'accord que, où que ce soit sur le territoire mondial, on a intérêt à déradicaliser les gens. Ça marche pas, la déradicalisation, c'est du pipeau, ça. Mais non, à 6 ans, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a la théorie. Il y a la théorie. Vous allez leur faire caresser des hamsters et leur faire bouffer des barbes à papa? Arrêtez. Le problème, Monsieur Messia, c'est que vous vivez en théorie. Non, c'est vous qui vivez en théorie. Il y a la pratique. C'est vous qui vivez en théorie, justement. Vous me dites, on va passer les djihadistes, ils sont moins dangereux. D'enfants de 6 ans, là. La situation à Marseille aujourd'hui, elle est plus qu'inquiétante quand on voit ce qui se passe dans des rues à proximité d'écoles, notamment cet après-midi, c'était près d'une école maternelle. Écoutez, je pense que la situation à Marseille, ça fait déjà plusieurs années elle paraît être hors de contrôle du point de vue de la sécurité et de la criminalité. Je veux dire, c'est quand même une ville où on tire à l'arme lourde très régulièrement. Enfin, je ne sais pas que vous imaginez, quoi. Alors, on parle de séparatisme et des territoires perdus de la République. Ça en est un, et un très important. Alors, il y a une sécession, évidemment, identitaire, culturelle, mais aussi une sécession économique. C'est-à-dire qu'il y a une économie souterraine gigantesque liée au trafic de drogue qui alimente la sécession identitaire, la sécession sociale. Et donc, la République est complètement en faillite sur ce territoire-là. Je veux dire, l'État est complètement absent. Il essaye de faire ce qu'il peut, mais on voit que les forces de sécurité, les forces de l'ordre ne sont jamais soutenues quand elles font leur travail. La justice derrière, enfin on en a parlé 1000 fois, la justice derrière, les peines ne suivent pas forcément. Il y a un problème au niveau de la chaîne pénale et il y a un problème d'effectifs, un problème à la fois d'ordre qualitatif, c'est-à-dire les ordres qu'on donne aux effectifs présents, et un problème quantitatif de personnel sur le terrain pour juguler cette violence. Donc on voit bien que si Marseille est devenu le symbole de la faillite de l'État en matière sécuritaire, mais aussi en matière identitaire et sociale. On ne se tire pas dessus à la Kalachnikov pour du cannabis. A priori, il y a aussi du trafic de drogue lourde, aussi de drogue dure. Mais je peux vous assurer que même pour le contrôle du cannabis, bien sûr qu'on se tire dessus à la Kalachnikov. C'est absolument certain. Non, mais ça c'est évident qu'il faut effectivement réfléchir à ce débat qui consiste à dire oui ou non on légalise le cannabis. Je pense même qu'il faut un référendum sur cette question parce que cette question elle préoccupe toutes nos forces de sécurité. Enfin, nos forces de l'ordre sont quand même largement monopolisées pour le trafic.
de cannabis et le trafic de drogue de manière générale. Donc, parce que ceux qui sont mobilisés sur le trafic de cannabis, ils ne sont pas mobilisés ailleurs contre des risques peut-être un peu plus importants. Donc, ça, c'est la question par définition qu'il faut un jour poser aux Français, parce que seul le peuple français peut trancher la question de la légalisation. Un mot là-dessus, Jean Messia, puis on tournera vers Abdoulaye. Je pense qu'il y a aussi une forme de pusillanimité de la République qui a aussi démissionné, il faut bien le dire, d'un certain nombre de quartiers où on laisse faire, où on ne veut pas de vagues, où on ne veut pas renforcer par trop les contrôles, parce qu'effectivement derrière il y a ce risque un peu fantasmagorique que toutes les cités s'enflamment, etc. Et donc du coup la République est amenée très souvent malheureusement à rester l'arme au pied. Quand on pense que les flics ont reçu des instructions pour ne pas poursuivre les personnes qui font des rodéos à moto, parce qu'il pourrait y avoir derrière des risques à la fois pour celui qui conduit la moto et des risques d'embrasement de cité, on se dit que pour ce genre de cas, quand les flics démissionnent, on imagine bien que pour les trafics de type avec des kalachnikovs, c'est pas là où on va envoyer les flics au casse-pipe. Bon, alors on va aller voir Abdoulaye Kanté justement là-dessus, sur ce que vous êtes en train de dire. Vous entendez ce que dit Jean Messia en plateau. Qu'est-ce que vous lui répondez? La police ne démissionne pas. La police est bien présente dans les quartiers, malgré ce que l'on pense. La police aussi fait son travail de manière, on va dire, efficace. Il y a évidemment pas forcément de taux de réussite. Il y a la police quand même, elle fait son travail malgré tout ce que l'on pense. Je vais vous dire, Monsieur Messia, un jour, venez dans un véhicule de police, vous allez voir comment ça se passe, justement, je vous réinvite avec nous et vous verrez comment ça se passe et vous verrez que la police. Moi, j'ai aucune critique vis-à-vis des forces de l'ordre de manière générale, Monsieur Kanté. Ce que c'est pas vous que je jette la pierre. Je jette la pierre aux politiques parce que vous êtes quand même, en tant qu'agent de la fonction publique, vous obéissez à des ordres, aux ordres de votre hiérarchie et aux ordres supérieurs du politique. Donc c'est ça que je pointe du doigt. C'est pas votre travail. Le seul conseil qu'on peut donner à James Harden, c'est de surveiller ses fréquentations, parce qu'effectivement, quand il traîne avec les racailles du rap, il est susceptible d'avoir des ennuis. Je me félicite plutôt que James Harden vienne passer ses vacances à Paris. Je ne sais pas s'il reviendra. En l'occurrence, je ne sais pas s'il reviendra. C'est heureux que James Harden, qui, comme beaucoup de Français, fument certainement des stupéfiants. Oui, mais ils finissent pas en garde à vue. Donc là, alors James Harden n'a pas fini en garde à vue. Mais ses amis rappeurs. Et par quelle espèce polémique. Mais on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, la légalisation du cannabis. Est-ce que ça valait le coup? On est avenue Montaigne, on a quelqu'un qui doit être dans une voiture quand même, qui n'a pas l'air d'être forcément. La loi est la loi. Certes, mais vous disiez tout à l'heure vous-même que ça méritait réflexion. Mais ça mérite réflexion, mais c'est pas dans le délai de la réflexion, les lois sont pas suspendues. Elles s'appliquent. Donc non, attendez, mais ça c'est. Alors, par quelle espèce de racisme on aboutit à dire que parce que un noir ne devrait pas être contrôlé, parce que s'il est contrôlé, ça serait du racisme? Non, on peut dire les choses. Non, mais c'est ce que disent les gens qui critiquent cette contrôle. On peut dire les choses assez simplement aussi. La police n'est pas raciste, on le sait parce qu'il y a des études maintenant depuis 20 ans qui démontrent qu'il y a un problème parfois de délit de faciès, et c'est un fait aussi établi. Et là, en l'espèce, on a une polémique qui sort de Twitter avec James Harden, qui est une célébrité mondiale. Donc moi, je suis très fier qu'il soit à Paris dans cette période, et qui donne lieu, là, à des interprétations fallacieuses, et puis à tout ce qu'entraîne Twitter derrière. C'est ça. Mais, encore une fois, il faut reprendre les choses dans l'ordre. La police n'est pas raciste. Il y a des problèmes de délit au faciès dans ce pays, et comme dans d'autres pays, à certains moments. Je ne le crois pas. Mais c'est pas une question de le croire ou pas, ce sont des études. Mais de quelles études? Mais quand vous effectivement vous avez des minorités qui sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité. Donc évidemment qu'il y a plus de chances que ces minorités-là soient contrôlées. C'est juste logique en fait. Réaction à ce qu'on vient d'entendre. C'est l'initiative de l'avocat de Mila, Richard Malka, est magnifique. Enfin, c'est un geste de paix. Je pense que c'est très bien que Mila visite cette mosquée. Je pense que beaucoup de musulmans s'y retrouvent aussi, malgré. Il y en a aussi qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris, mais il y a beaucoup de musulmans aussi qui se disent que menacer quelqu'un de mort, l'arroser d'insultes tout aussi ordurières les unes que les autres, c'est peut-être pas forcément non plus une bonne image de l'islam qui donnait. Enfin, moi, je connais beaucoup de musulmans qui disent ça. Maintenant, il faut toujours sans arrêt rappeler la genèse de cette histoire. C'est que Mila, elle a fait cette vidéo parce qu'elle avait été harcelée sur les réseaux sociaux préalablement. Elle avait été harcelée par des gens avec des insultes lesbophobes, etc. sur son orientation sexuelle. Et la vidéo répond à cette agression Frédéric Durand, première. Prochain thème de discussion. Très franchement, la dernière fois que j'ai dit, sur ce plateau, il faudrait que les soignants se fassent vacciner, je me suis fait avanir d'insultes par des tonnes de gens. Après, c'est les réseaux organisés aussi. C'est pas le débat. Ça, les réseaux sociaux, c'est juste un moyen de communication, mais ils ne communiquent que ce qui existe.
Si vous Pas voulez, forcément, donc, il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent. les gens qui ont passé les gens qui viennent de passer 20 années à qualifier l'islamisation de la France de fantasme d'extrême droite, on est quand même là face à une affaire où une fille a été déscolarisée, qu'elle vit sous protection policière 24 heures sur 24, qu'elle est obligée de changer de lieu uniquement parce qu'elle a insulté l'islam. Donc si l'islamisation n'existait pas, pourquoi cette fille vit cette vie-là? On est arrivé au bout d'un schéma, Jean Messia, pour la présence française au Mali. Oui, d'abord, il faut rappeler qu'au Mali, il y a 50 soldats français qui sont morts depuis le début de l'opération, et donc il faut évidemment leur rendre hommage. Je crois que l'intervention d'une armée qui est doublement étrangère, comme l'armée française au Sahel, est toujours très délicate. D'abord étrangère par la nationalité, mais étrangère aussi par l'identité ethno-culturelle qui peut rappeler la colonisation, etc. Donc la présence de l'armée française est toujours un petit peu compliquée dans cette zone. Alors, une armée étrangère, sa présence peut être bénéfique quand elle vient en appui d'un État qui a ponctuellement besoin d'aide, qui a essuyé quelques revers et qu'il s'agit de redresser, il n'y a pas de problème. Mais une armée étrangère, elle ne peut pas être là en substitution d'États faillis. Sauf évidemment à reprendre le contrôle de toutes les institutions administratives du pays, etc. Ce qui ferait, à juste titre, hurler à une nouvelle colonisation, et ce n'est pas l'intention de la France. Maintenant, si vous voulez, ce que Frédéric Durand a raison, la région du Sahel est immense, elle est impossible à contrôler de toute façon de manière très stricte. Donc ce qu'il faut, à mon avis, c'est de garder quelques unités de forces spéciales avec de gros moyens aériens pour empêcher ponctuellement les djihadistes de reconstituer des bastions en dehors des grandes villes. Mais je crois que la présence de plusieurs milliers de soldats français, sinon plusieurs dizaines de milliers de soldats français, à mon avis, elle est coûteuse et elle est inutile. Messia, bonsoir. 3 jours à se demander finalement les nouvelles mesures sanitaires qui vont nous arriver. Oui, enfin, je ne vois pas trop à quoi sert cet exercice de faire patienter les Français pendant 3 jours. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'urgent à annoncer. On l'annonce le lendemain éventuellement, mais annoncer une prise de parole pour des mesures qui sembleraient urgentes, mais qui peuvent attendre non seulement 3 jours, mais ensuite... Enfin, je ne comprends pas trop l'exercice. Je pense qu'il y a une sorte de comment dirais-je, il joue sur la peur un peu quand même, le président de la République, à vouloir retarder comme ça une prise de parole. Ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de panique qui se fait autour de ce variant Delta, parce que depuis le début de la crise, on sait que le seul élément qui a présidé à la politique sanitaire, c'était l'engorgement hospitalier et notamment celui des urgences. Ce n'est pas du tout le nombre de cas, même si celui explose, il y a matière à s'inquiéter. Mais tant que la situation hospitalière est sous contrôle, voire que les hospitalisations baissent comme c'est le cas en ce moment, effectivement, la situation n'est pas inquiétante. Des projections de l'Institut Pasteur montrent que ça peut devenir très compliqué dès la rentrée. Nous avons mieux que les projections de l'Institut Pasteur, parce que nous avons devant nous l'exemple de la Grande-Bretagne, où le variant Delta sévit déjà depuis plusieurs semaines. Alors certes, le taux de la population britannique qui est vaccinée est supérieur à celui de la France, mais il faut... Pour l'instant, le NHS, le service de santé britannique, n'est pas submergé, si vous voulez. Alors, il faut attendre. Maintenant, si effectivement, dans 15 jours, il y a un problème d'engorgement hospitalier en Grande-Bretagne, ça veut dire que ça va arriver chez nous dans les semaines qui viennent, peut-être avec 1 mois de décalage. Alors, d'un côté, on nous fait lambiner, mais de l'autre, vous trouvez qu'on va trop vite sur ces mesures, mesures de restrictions sanitaires supplémentaires? On va trop vite sur les annonces, alors même qu'on ne sait pas grand-chose pour l'instant des conséquences de ce variant Delta sur le secteur hospitalier. Bon, on a tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. Alors on sait que les soutiens de Didier Raoult, parfois ce sont souvent pas ceux du gouvernement. Ça peut faire la différence pour les vaccino-sceptiques, les covido-sceptiques, ça peut jouer? Non, parce que je pense malheureusement que cette population, quand elle est convaincue d'un truc, et elle ne changera pas d'avis. Et d'ailleurs, j'ai lu des commentaires que j'ai cru très drôles. En fait, ils étaient très sérieux sur le tweet de Raoult, où vous avez des gens qui ont pensé que le compte Twitter de Didier Raoult avait été piraté et que c'était pas lui qui parlait, en fait. Donc, il y en a eu plein. Il suffit d'aller voir le fil des commentaires pour s'en convaincre. Non, mais je crois que Didier Raoult est un grand professeur et qu'il est
un grand scientifique. Donc, il a quand même semé le doute aussi beaucoup. Non, mais c'est-à-dire, un grand scientifique, son rôle, c'est aussi de douter, si vous voulez. Alors, il l'a peut-être pas fait avec beaucoup d'adresse par moment, et sa communication a pu être chaotique. Je ne doute pas, au fond, que Didier Raoult soit quand même un grand professeur qui maîtrise parfaitement son domaine. Il a quand même un tableau de publications internationales qui ne ferait pas lire n'importe quel scientifique. Donc, il ne faut pas non plus l'accabler plus que de raison. Maintenant, c'est vrai que la vaccination de publics spécifiques, notamment les soignants qui sont au contact des personnes fragiles, on a parlé tout à l'heure des professeurs, la question se pose vraiment quant à l'obligation pour l'ensemble de la population. Ça, c'est une question beaucoup plus épineuse parce que là, on rentre dans des problématiques de respect des libertés individuelles, etc. etc. Il faut juste, je pense que la méthode, c'est plus convaincre que contraindre. Voilà. Vous avez prévu de faire la fête, vous, Jean Messia? Moi, j'aime faire la fête et je crois qu'effectivement, il faut passer du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive. Parce que je pense que si certains pensent qu'à la faveur d'une 4e vague, on va pouvoir cadenasser le pays, comme ce fut le cas l'année dernière, par exemple, je pense qu'ils se trompent. Et je pense qu'il faut commencer à réapprendre à vivre normalement. Voilà, donc la jeunesse, ça fait 1 an et demi qu'elle est enfermée, qu'elle est cadenassée. Elle ne pense qu'à une chose, c'est effectivement à sortir, à faire la fête, à boire un coup, et personne ne peut lui reprocher. Donc effectivement, les boîtes de nuit doivent ouvrir, les bars, les restaurants sont déjà ouverts. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et qu'on apprenne à vivre normalement, d'autant plus qu'on continue à vacciner. Donc si certains jeunes... On ne peut pas s'empêcher de se dire, est-ce qu'au cours de l'été, on va à nouveau entendre des annonces de fermeture? C'est vrai qu'on garde ça en tête, oui, malgré tout, avec ce qui est en train de se passer. En tout cas, j'espère que ce n'est pas ça qui va empêcher les jeunes d'aller frétiller de la fesse dès que les discothèques seront ouvertes. Les expressions merveilleuses de Jean Messia. Encore plus de difficultés financières pour certaines. Mais je pense que le problème est davantage un problème de contrainte qu'un problème d'envie. Je pense que globalement, les patrons de bibliothèques et les patrons de discothèques, excusez-moi. C'était un lapsus vraiment intéressant. N'ont qu'une seule envie, c'est d'ouvrir, bien sûr. Après, ils ont des contraintes, effectivement, liées au personnel, liées à la rentabilité, etc. Donc, il y a de vraies contraintes financières, humaines, qui font que ces patrons ne peuvent malheureusement pas ouvrir dans les conditions qui sont optimales. Voilà, Par contre, je pense que c'est indispensable que ces lieux effectivement de convivialité, pour faire la fête, etc., soient ouverts, parce qu'encore une fois, les jeunes sont sous cloche depuis plus d'1 an et demi, ils n'en peuvent plus, et tout le monde, enfin toute une classe d'âge rêve d'aller se trémousser sur des rythmes endiablés. Voilà, mais rappelons que la Catalogne